Bonjour à tous. Dernière vidéo, dernier jour dans la nature en mode survie douce. Euh, et je vais essayer de vous faire un petit résumé de ce que j'ai vécu pendant ces quelques jours en essayant de ne pas tenir trop de temps. Déjà parce que la mémoire de ma carte SD est bientôt complète. Et ensuite parce que mon téléphone n'a bientôt plus de batterie. Voilà, ça fait pas mal de choses. Mais ça me laisse quand même peut-être un peu d'espace pour vous donner les dernières expériences que j'ai pu avoir. Donc déjà, j'ai trouvé encore de nouvelles plantes, donc ça c'est cool. Je me suis fait un festin hier, je vais vous raconter un petit peu. Mais je vais déjà vous présenter rapidement ces plantes. Palalapapam. Alors ça, j'ai trouvé aujourd'hui. C'est du bouillon blanc. Il n'est pas encore monté en fleurs, c'est juste les feuilles et ça sert essentiellement en tisane. C'est pas génial en nourriture. Et je trouvais aussi, où est-ce que c'est? Là. Je suis dans un, vous voyez pas, mais derrière la caméra, il y a un champ entier de Tanésie. La Tanésie, encore appelée la plante au vert. Pourquoi? Parce qu'elle est extrêmement puissante en tant que vermifuge. Elle est assez toxique à haute dose, faut pas en consommer beaucoup. On peut manger les petites feuilles en petite quantité dans les salades, ça relève pas mal la salade, ça fait un goût un peu poivré. Autrement, on peut se faire des infusions, des décoctions avec les petites fleurs sommitales. C'est très bon pour favoriser les règles pour les dames. Par contre, à éviter quand on est enceinte, puisque ça peut être abortif. On dit abortif. Ouais, en tout cas, ça peut faire avorter. Et puis, c'est bon aussi comme vermifuge. Et puis, c'est très bon en tant que digestion. On en fait macérer quelques feuilles dans du vin et ça fait un très bon digestif. Voilà, donc moi, je pense que je vais en cueillir un certain nombre parce que c'est une plante envahissante et que tout le pré est rempli de Tanésie, donc je vais en cueillir un petit peu, je vais la faire sécher. Ah oui, c'est très bien aussi pour éloigner les mites dans les placards, avec associés à d'autres plantes séchées, comme le romarin et le thym, ça éloigne les mites. C'est pas mal quand même. Une plante utile. Voilà, j'ai trouvé aussi de... Bon, elle a un peu séché, je l'ai trouvé hier. Je vais essayer d'en prendre un exemplaire où on voit bien. C'est dommage, elle est un peu sèche quand même. Tiens, celui-là. Plouf. De Légopode. Alors, Légopode, on le reconnaît plus. Là. Mais on le reconnaît à sa forme de pied de chèvre. En fait, j'ai dit une connerie à la dernière vidéo. Le kénopode, c'est pied-doigt. C'est pas de doigt, c'est pas pied de chèvre. Pied de chèvre, c'est le légopode. Je confonds parfois les deux. Et du coup, on le reconnaît bien parce qu'il a une feuille bien striée en trois, un peu comme un pied de chèvre. Et très bon, excellent légume. Quand les feuilles sont encore toutes jeunes et un peu froissées, c'est très bon cru. Et quand elles commencent à être un peu plus vert foncé, c'est très bon cuit. Donc je vais m'en faire un petit bouillon ce midi. Enfin, ce midi sera plutôt 5 heures de l'après-midi, je pense. Voilà, qu'est-ce que j'ai trouvé aussi? Ah oui, j'ai trouvé... j'avais déposé une intention il y a 2 jours, je crois, de trouver des champignons. Et ben, je m'en suis trouvé une petite dizaine comme ça, là, des lactaires délicieux. Je me suis fait une fricassée de champignons. Oh là 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 là. Et c'était vraiment très bon. Et aussi quelques russules. Voilà, la russule, on la reconnaît parce que c'est un des seuls champignons à lamelles qui a les lamelles cassantes en dessous. La meilleure, c'est la russule charbonnière, mais là, ce sont des russules rouges et violettes communes, très bonnes aussi, surtout quand on mange que ça. Voilà, et j'ai trouvé autrement d'autres plantes qui sont, elles, absolument toxiques et que je voudrais quand même vous présenter pour éviter des intoxications. Très jolie fleur.
le sénesson jacobé. Voilà, ça c'est toxique, ça contient, alors ça pousse par milliers dans les champs, et ça contient des alcanoïdes, je ne sais quoi, qui sont toxiques, donc faut pas en manger. Encore plus toxique, bon, je l'ai cueilli hier, donc elle est un peu... elle n'est pas encore montée en fleurs, par contre on reconnaît au milieu, on reconnaît le truc qui va monter en fleurs. Voilà, ça c'est de l'hellebore, extrêmement toxique, et il y en a pas mal, et ça pue, et c'est pas bon, et du coup il n'y a aucune raison d'en manger, mais au cas où, il vaut mieux éviter. Voilà, j'ai trouvé aussi d'autres champignons qui poussaient en touffe, et qui me donnaient bien envie, ils sentaient bon d'ailleurs, et même sur la langue, parce que je goûte en général en recrachant ensuite, ils avaient un bon goût, mais je savais vraiment pas si c'était des entolomes comestibles ou des entolomes toxiques, les entolomes livides, gris, poussant en touffe, et une forte suspicion sur le fait que ce soit des entolomes livides, et vu que j'avais pas du tout envie de finir ma vie dans la nature ici, là, j'en ai pas mangé. Voilà. Alors, qu'est-ce que je me suis fait au repas d'hier? Eh bien, je me suis fait un repas de chef. J'ai commencé par une fricassée de champignons, c'était excellentissime. Oh, vraiment, ça faisait 3-4 jours que je voulais en trouver, et j'en trouvais un ou deux par hasard, et là j'en ai trouvé une petite dizaine, donc ça c'était cool. Ensuite, je me suis fait donc ma base alimentaire tous les jours, en fait, aujourd'hui ça va être pareil. C'est le kénopode, les graines de kénopode que je fais blanchir un petit peu à l'eau, et ensuite je les égoutte, et les graines, hein, parce que les feuilles je les mange crues, elles sont vraiment excellentes crues, les feuilles de kénopode, mais les graines je les fais un peu blanchir, et ensuite je les fais revenir à la poêle avec un peu d'huile d'olive et de sel, et là j'avais mélangé avec quelques graines d'ortie pour pouvoir relever un peu le goût, parce que le kénopode est quand même assez fade. Bon, c'est très bon, mais c'est un peu fade par rapport à l'ortie qui est un peu plus relevé. Puis j'ai rajouté aussi un petit peu d'origan, et là c'était magique. C'était vraiment très très bon. Et j'ai mangé aussi un peu des épinards d'oseille qui ont un goût vraiment très prononcé, très acidulé, vraiment excellent. Et la cerise sur le gâteau, c'était le pourpier que j'ai mangé cru. Toute la plante se mange, même la tige toute rouge, elle est excellente. Et ça, je me suis vraiment fait plaisir. Et pour le dessert, j'ai eu le plaisir de manger des mûres et des baies de cynorrhodon. Donc c'était un repas complet avec du sucre, donc des glucides, des lipides avec l'huile d'olive. Ça, difficilement en trouver dans la nature, à part trouver des noisettes ou des noix, mais il n'y a rien. Là, c'est tout fini, on est en novembre quand même. Et puis des protéines à balle dans les orties, dans le kénopode, dans toutes les plantes que je mange. Voilà, donc c'était un repas où j'étais bien calé à la fin du repas. Et j'ai hâte de recommencer tout à l'heure, quand je rentrerai de ma balade. Voilà, voilà. Quoi dire d'autre? Eh bien, je me suis aperçu d'un truc, j'ai pas mal réfléchi là-dessus aussi cette nuit, parce que je dors pas beaucoup la nuit. Je dors pas beaucoup parce que je mange pas beaucoup, et je dors pas beaucoup parce que je cogite pas mal, puisque je suis tout seul. Je suis pas exclusivement tout seul, parce qu'il y a quand même des gens qui vont se baigner dans les sources chaudes aussi. Mais vu que j'ai décidé de faire ça en solitaire, je parle le moins possible. C'est pas si difficile que ça. Je me réserve pour la caméra une fois par jour. Et du coup, je suis quand même assez seul. Donc ce que j'ai remarqué ces derniers jours, c'est que au sortir des bains, dont la température, celui que je prends habituellement, avoisine les 55 degrés, j'étais crevé, mais laminé, crevé, défoncé, au bout de ma vie. La pente remontée, c'était un calvaire. Et j'ai demandé à 2-3 personnes quand même autour de moi qui m'ont dit, mais c'est pareil, cette année plus que les autres, en plus je suis vraiment fatigué en sortant de l'eau. Moi, il faut savoir que j'y reste en général entre une demi-heure et 1 heure, hein, dans l'eau. Et hier soir, j'y suis allé, j'étais plein d'énergie, et je suis ressorti, mais j'arrivais pas à monter la pente, quoi. J'avais la tête qui tournait, j'avais envie de vomir. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? C'est censé être apaisant, euh, dépuratif, etc., etc.
Et en fait, je me suis dit, et en plus de ça, je voyais des gens autour de moi, parce qu'il faut savoir qu'il y a une faune locale dans les bains sauvages de Prats-Balaguer, qui est une faune à moitié hippie et à moitié punk à chien. Donc il y a aussi des hippies punk à chien. Et qui du coup vont se baigner avec moult bières à 8 degrés et gros joints, si c'est pas des champis et d'autres substances un peu plus costauds encore. Et ça m'impressionne de voir ces gens qui vont donc dans ces bains avec toutes ces toxines qu'ils ingèrent en plus et qui ressortent nickel. Il y en a un qui disait il y a 2-3 jours à un pote à lui, alors ça monte ou pas? Et l'autre il disait bah non, ça monte pas trop encore, donc il parlait des champignons. Et moi je me disais mais moi si je fumais une cigarette, je serais rincé. J'ai plus l'habitude, et c'est ce dont je parlais dans une vidéo précédente. Le corps se déshabitue à l'accumulation de toxines. Et le mien, j'ai l'impression, il est vachement plus sensible que le leur aux effets du bain. Moi, je j'ai rien fumé, j'ai pas bu d'alcool, je bois pas d'alcool, plus trop. Mais là, en tout cas, pendant la semaine, là, c'est clair que non. Et, euh, et je sors, je suis rincé. Du coup, je me suis dit, tiens, c'est marrant, ça confirme un petit peu l'hypothèse que j'avais énoncée dans ma précédente vidéo. Hypothèse que l'hormèse, en fait, le renforcement du corps face au stress, c'est quelque chose qui se fait spontanément chez tous les individus qui accumulent des modes de vie un peu stressants pour le corps, qui se gavent de toxines et qui finalement ont un corps qui est d'une résistance absolue. Quelqu'un qui peut aller dans un bain qui est censé donc l'amener à évacuer ses toxines, un bain chaud pendant 1 heure, 2 heures, et qui en plus de ça se boit une bonne bière ou 2, 3, 4 bières, plus se fume un joint et éventuellement prend des champis, là son corps il est soumis à rude épreuve. Et pourtant ça se passe bien, il résiste. Du coup, je me suis dit, c'est mon corps à moi, à côté, il est devenu pas faible, pas fragile, mais le mot que j'ai employé, que j'ai trouvé, c'était vulnérable. C'est-à-dire soumis beaucoup plus aux aléas climatiques, par exemple. Effectivement, j'ai un peu plus froid que avant. Quand je me rappelle, il y a une dizaine d'années, quand je soumettais aussi mon corps à rude épreuve, parce que j'ai aussi fumé des joints, j'ai aussi bu de l'alcool à outrance, j'ai aussi fait subir à mon corps des fatigues prolongées, des nuits courtes, des journées de café, et des choses comme ça. Je bois plus de café maintenant, donc je sais ce que c'est. Et le corps tenait bien, hein, il tenait le choc, c'était cool, jusqu'à ce qu'à un moment donné je termine à l'hôpital en soins intensifs en cardio parce que j'avais un bloc auriculo-ventriculaire et que je me demandais pas pourquoi. Bref, mon corps quand même tenait bien, il tenait le choc, et à cette époque-là j'étais en mode la volonté s'impose sur le corps. Actuellement je suis plutôt en mode écoute de soi, comme je dis dans une précédente vidéo, et du coup je suis beaucoup plus sensible à l'environnement, aux modifications corporelles. Là je le vois, le fait de changer mon alimentation pendant une semaine, là, de manger que des végétaux, plus de farine, plus de gluten, plus de céréales en général, sauf le kénopode qui est quand même une céréale, mais c'est pas des céréales pleines de gluten comme le blé que je mange habituellement. Ben, ça produit une désintoxication massive et je ressens des effets monstres sur moi. Et alors les bains, c'est encore pire, les effets sont décuplés. Et du coup, je me disais, ouais, il y a vraiment une bonne grosse différence entre les gens qui du coup font subir à leur corps une hormèse un peu forcée, en augmentant sa résistance au stress qui lui font subir quotidiennement. En plus de ça, vu que le corps s'habitue, eh bien, il y a un effet de dépendance, parce qu'il faut sans cesse augmenter les doses pour avoir le même effet, la même sensation. Donc ben, le corps va continuer à subir pendant un moment. Et donc mon corps à moi qui commence à devenir de plus en plus, comment on va dire, euh, sujet au stress extérieur et donc à le tolérer un peu moins facilement. Voilà. Et ça m'a amené à me poser la question, euh,
est-ce que je suis mieux qu'eux? Est-ce qu'ils sont mieux que moi? Quel est le mode de vie le plus, comment on pourrait dire, juste? Bon, c'est une question pourrie parce qu'il n'y a pas de mode de vie juste en général. Chacun décide d'avoir son propre mode de vie. Mais j'ai quand même l'impression spontanément que mon, mon mode de vie actuel me semble plus juste que celui qui se gave le corps de toxines en permanence. Bon, effectivement, je m'auto-justifie. Euh, mais je me suis dit quand même que si on prenait comment on va dire, l'entrée dans l'incarnation dans l'absolu, je pense pas qu'il y ait un mode de vie qui soit plus juste que l'autre. C'est juste des expériences de vie qu'on fait subir aussi au corps. Mais si le corps résiste, c'est bien aussi qu'il a une capacité à faire ça. Et ça m'a amené à repenser à ces, à ces enseignements que j'ai tirés moi-même des expériences de mort imminente que j'étudie depuis quelques années, puisque j'avais dit dans la première vidéo que je fais partie du comité scientifique de l'IANDS France, comité qui étudie l'expérience de mort imminente, donc version branche française. Et tous ces gens qui m'ont raconté leurs témoignages, que j'ai analysés, que j'ai étudiés avec d'autres personnes, la chose qui ressort la plus souvent, la plus fréquemment, qui ressort le plus fréquemment, c'est cette idée qu'ils se sont sentis donc décollés en dehors du corps. Ils ont pénétré dans une sorte de lumière amour qui était englobante, qui était chargée d'un amour inconditionnel. Et ils ont eu parfois des communications avec des entités qui leur donnaient certains enseignements. Quand ils ressortent de là, la plupart du temps, c'est avec cette idée que l'incarnation, donc le fait d'être entré dans un corps, là ils en sont sortis pendant le temps de l'expérience. Après, chacun croit ce qu'il veut. Peut-être qu'il y en a qui pensent que c'est une hallucination et ça ne me pose aucun problème. De mon côté, ma croyance, c'est que je leur fais confiance à ces gens-là, parce que j'en ai écouté suffisamment les témoignages. De mon côté, je pense qu'ils sont réellement sortis de leur corps au sens où leur conscience n'était plus logée dans cet amas d'énergie condensée qu'est le corps pendant quelques temps, quelques instants. Du coup, ils se sont désincarnés et ils se sont réincarnés. La réincarnation, c'est ça, c'est la rentrée à nouveau dans le même corps. C'est pas le fait de changer de corps. Ça, ce serait plutôt la métempsychose pour moi, mais c'est du vocabulaire, c'est pas grave. En tout cas, ils se sont réincarnés dans un corps et du coup, ils ont cette idée que le corps, c'est une expérience, une occasion donnée à l'être humain de faire une expérience que n'ont pas la possibilité de faire ceux qui n'ont pas un corps. Vous allez me dire, qui n'a pas un corps? Eh bien, on pourrait imaginer, et je dis imaginer pour ne choquer personne, on pourrait imaginer des anges qui n'ont pas un corps et qui seraient bien contents peut-être d'en avoir un. On peut imaginer tout un tas d'esprits, esprits de la nature, esprits, etc., qui n'ont pas non plus un corps à l'image d'une autre, en tout cas un corps matériel fait de chair, de sang, de muscles, d'organes de digestion. Et du coup, l'idée que m'ont donné ces EMistes, ces expérienceurs, ces gens qui ont vécu cette expérience, c'est que l'incarnation est une chance incroyable. En général, ce qu'ils disent, c'est qu'ils s'en sont rendus compte après leur expérience, et il y en a même qui vont jusqu'à dire, un certain nombre, que c'était leur refus de l'existence incarnée, de rentrer pleinement dans ce corps et dans cette expérience qu'est la vie incarnée, qui avait occasionné leur expérience de mort imminente. Un peu comme un coup de fouet, un réveil, oh coucou, tu joues pas le jeu là. Pourtant tu es descendu pour ça, donc eh ben, on va t'expliquer, puis tu vas redescendre et ça va être un nouveau tour pour toi. Un peu plus compliqué, parce que quand tu vas revenir dans ton corps, eh ben, il sera un peu abîmé en général. Pas tout le temps, mais tu vas devoir réapprendre